Alors ma première question, donc en termes d'emploi, on sait que la Belgique taxe beaucoup ses travailleurs et c'est un truc que j'ai retrouvé dans vos deux programmes, qu'il faut baisser les impôts. Est-ce que dans un contexte aussi difficile que maintenant, est-ce qu'on peut baisser les impôts? Non seulement il faut baisser les impôts, il faut baisser les charges sociales, et pour compenser cela, il faut réduire les dépenses publiques inutiles. Donc, et pour nous, dépenses publiques inutiles, c'est le Sénat, ce sont les provinces, par exemple, où on peut aller chercher très vite quelques centaines de millions. Donc, il y a pour nous encore des mines à creuser ce côté-là. Mais créer de l'emploi, pour nous, il y a un facteur fondamental, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Les grandes, les petites, les indépendants. Et pour ça, il y a deux conditions qu'il faut appliquer. Il faut un système simple. On engage quelqu'un, on le paye 100, ça coûte 100 et avec le minimum de formalité. Et pas un système comme on a aujourd'hui, où vous engagez quelqu'un pour le payer 100, ça coûte 254 euros. Nous sommes les recordmen au monde par rapport donc au coût du travail salarié. Notre programme, par exemple, c'est les 3 premiers emplois salariés sans formalité, sans charge sociale. Et avec ça, il y a pas mal de petits indépendants, de gens qui hésitent aujourd'hui à embaucher en raison justement des contraintes, en raison du coût, des coûts de licenciement aussi, qui embaucheraient beaucoup plus facilement. Cette mesure aura un coût, j'imagine. Vous l'avez estimé? Alors, on n'a pas estimé cette mesure, mais elle peut être compensée, comme je l'ai dit, ça et là, par une série d'économies. Donc, nous ne voulons pas... Nous sommes, fondamentalement opposés à ce qu'on appelle le tax shift, c'est-à-dire faire passer, comment dire, une économie par... comment dire, une réduction par un impôt ailleurs. Nous pensons qu'il faut d'abord réduire les dépenses publiques. Alors, je n'ai pas dit les réduire au niveau du social et autres. Disons, par rapport à tout ce qui est le train de vie de l'État. Nous n'avons pas besoin, un pays comme le nôtre, de 600 parlementaires, de 50 ou 60 ministres, d'un Sénat qui, je le dis toujours, coûte plus cher, je le rappelle toujours, coûte plus cher que le budget de la sûreté de l'État. Quand même, alors que le Sénat se cherche une vocation, on voit bien qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, mais donc un budget qui est de 55 millions, je pense, alors que la sûreté était de 42 millions. Alors que la sûreté, on sait qu'on en a besoin par rapport aux risques. Autre exemple, ce sont les provinces, en tout cas les institutions politiques provinciales. Soyons clairs, on ne veut pas supprimer le Hainaut et autres, mais nous n'avons plus besoin de travail de conseil provincial, de députés permanents et autres. Tout ça peut être transféré aux régions. Ce sont les deux mesures principales que vous... C'est une des mesures. Et je pense que tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que tous les autres partis se rendent compte qu'il faut les supprimer, mais il y a tous les copains qui ont des postes, et donc ils sont d'accord sur le papier, mais dès qu'il faut passer à l'application concrète, il n'y a plus personne pour le faire. C'est pas si éloigné de ce que vous pensez, notamment sur taxe sur le travail, etc. au PTB, ou je me trompe? Oh, mais je crois qu'on va pas être d'accord, là, avec M. Modric-Amen, je veux dire, et j'ai bien entendu les débats dans le Parlement cette année-ci. Pour moi, le coût des salaires n'est pas le problème, les salaires sont la solution. Moi, j'ai entendu le Parti populaire voter pour le gel des salaires. Donc c'est un parti qui se dit populaire au Parlement, on vote le gel des salaires. Ben, pour moi, pour quelqu'un de gauche, c'est inacceptable. C'est inacceptable de toujours vouloir faire payer les travailleurs, de dire c'est les salaires le problème, c'est les salaires le problème. En Belgique, le problème n'est pas le coût du travail, en Belgique, le problème est le coût du capital. Et là, je n'entends pas le Parti populaire s'exprimer. Quand Charles Michel fait des cadeaux au patron, j'entends le Parti populaire dire qu'il faut encore en faire plus. Donc là, c'est quand même fou quand même au Parlement d'entendre qu'il y a des partis qui sont encore plus pour les riches que Charles Michel. Charles Michel, c'était déjà de la D1 en politique pour les riches, mais là carrément dans la Champions League. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir répartir mieux le gâteau aujourd'hui qui est produit. On n'a jamais produit autant de richesses qu'aujourd'hui en Belgique. Et donc ce que propose le PTB, et M. Modric-Amen ne va pas être d'accord avec moi évidemment, c'est l'imposition des fortunes en Belgique. La mise en place d'une taxe des millionnaires. C'est-à-dire, il y a l'année passée 12 000 nouveaux millionnaires en Belgique. Chaque année, 12 000. Tant mieux. Tant mieux. Demandons-leur de contribuer pour résoudre cette crise. Arrêtons d'aller toujours chercher chez les salariés, d'aller chercher de notre sécurité sociale. Quand M. Michel a proposé de retirer 2 milliards de la caisse de sécurité sociale, le député Parti populaire est intervenu pour dire que ce n'est pas assez. Eh bien, moi je dis le Parti populaire, c'est un petit nom populaire, mais c'est le parti de l'élite. Et ça ne va pas, M. Modric-Amen. On doit pouvoir aider les travailleurs aujourd'hui et pas rentrer dans cette compétition à outrance qui va casser nos salaires, casser notre sécurité sociale et qui plus est, et je vais finir par ça, qui ne crée pas d'emploi. Parce que le problème en bloquant les salaires, M. Modric-Amen, qui va consommer?
Qui va encore acheter à manger? Qui va acheter des journaux? Qui va consommer dans notre pays si on bloque les salaires? C'est ça le problème. Moi, je dis aujourd'hui, il faut revaloriser les salaires, il faut pouvoir aller chercher l'argent où il se trouve et plus chez les travailleurs. Évidemment, absolument pas d'accord. D'abord, le Parti populaire, il faut le fréquenter pour voir que nous sommes justement le parti où il y a des gens qui viennent à la fois des chômeurs, des gens qui sont prépensionnés, des minimexés, jusque des gens fortunés. Nous regroupons tout le monde. Et ça, un vrai parti qui unit tout le monde, un grand parti populaire, c'est ce qui nous différencie avec un parti qui oppose justement les classes, comme le fait le fond, comme le fond. Dans mon petit appartement, je vis encore avec les gens au jour le jour. C'est très bien. Mais dans ma maison, j'accueille le journal Le Peuple, j'accueille le parti, j'accueille toute une série d'activités qui font que j'ai mis à disposition justement pour tout cela. Donc première chose. Ensuite, le plus important, ce n'est pas en taxant les gens, comme on l'a fait en France, ce qui a pour conséquence de faire fuir tous les entrepreneurs, les Français avec la taxe justement, d'abord l'ISF qui ne rapporte pas, on le sait, et qui fait fuir tout le monde, en Belgique, en Angleterre, des centaines de milliers de Français, les forces vives foutent le camp justement. Les riches. Non, les forces vives, ceux qui créent des entreprises, ceux qui créent de l'emploi. L'impôt ne crée pas d'emploi. L'impôt, au contraire, il détruit l'emploi et il fait fuir. Par contre, je l'ai dit, nous sommes radicalement opposés à l'impôt sur la fortune. Nous voulons baisser les taxes. Et nous voulons les baisser également pour pour tout le monde, y compris les petits et moyens salaires, puisque, si vous le savez, nous sommes favorables à réduire les tranches et à avoir 0% jusque, sauf erreur de ma part, c'était 20 000 euros, je pense. On passe à 30% jusque 30 000 euros. Et donc, à partir de 30 000 euros, pardon. Donc, nous sommes favorables à 3 tranches, et nous sommes favorables également à la globalisation des revenus. C'est-à-dire que nous pensons effectivement que les revenus du travail, du capital et autres doivent être taxés de la même manière. Je pense à une proposition qui n'est pas de droite, particulièrement de droite. Tout rentre dans un pot commun et même taux pour tout le monde. Et nous voulons effectivement que les taux soient moins élevés sur les revenus. Pouvez-vous juste alors expliquer pourquoi le Parti populaire est pour une augmentation de la TVA de 21 à 22%? Mais nous pensons effectivement... c'est dans votre programme électoral. Pourquoi êtes-vous pour ça? C'est dans le programme pour une raison très simple. C'est que nous sommes prêts éventuellement à augmenter la TVA pour réduire justement les impôts et le coût du travail, pour qu'il y ait du travail ici. Quand vous augmentez l'impôt taux de TVA, à 22%, et que vous touchez justement les produits qui sont importés, aussi les produits qui sont importés, vous les taxez, ce qui permet de détaxer le coût du travail ici et de faire en sorte que les gens aient du boulot. Dans ce pays, Monsieur Desbaux, dans ce pays, en Wallonie, il y a à peu près 1 personne sur 4 qui est demanderesse d'emploi, qui cherchent un emploi. Ils ne sont pas tous dans les statistiques directes du chômage, on le sait, mais il y a eu des études qui ont montré 1 sur 4. C'est un drame. Il faut remettre ces gens au travail. Et ce ne sont pas les taxes qui vont les remettre au travail. C'est le fait que les gens entreprennent, depuis les entreprises, les grandes entreprises, jusqu'aux petits particuliers qui se lancent, le petit commerçant qui ne sait pas aujourd'hui engager une seconde personne parce que c'est impayable. C'est ça qui créera de l'emploi également de proximité. Et il n'y a pas 36 solutions pour ça. Sur les taxes, que le parti soi-disant anti-taxe, c'est pour une augmentation de la TVA de 21 à 22%. Je veux quand même le dénoncer ici, juste pour dire, parce que pour moi, la TVA est une des taxes les plus injustes. Pourquoi? Parce que justement, elle n'est pas progressive. C'est-à-dire que le chômeur, le travailleur qui a son 1003 net par mois, ou le plus grand des riches, va payer la même proportion. Et ça, je crois... Je suis plutôt pour une baisse à TVA, je n'en ai jamais caché en matière de taxes. On s'est battu pour la réduction de 21 à 6% de la TVA sur le gaz et l'électricité parce que ce sont des produits de première nécessité. Et je pense qu'il faut arrêter de toucher uniquement les petits, c'est dit les petits qu'on se poche, et qu'on ose toucher les plus grands. Parce que les journalistes ont raison de poser la question, comment allez-vous équilibrer votre... Attendez, je vais finir mon raisonnement. Équilibrer votre budget. Et comment vous voulez équilibrer votre budget? C'est en allant taxer justement les produits de consommation, c'est en allant taxer les taxes qui touchent le plus les petits. Et là, nous divergeons. Parce que moi, je pense qu'il faut aller chercher justement les plus riches. C'est eux qui peuvent payer. Alors, quand vous dites qu'en France, il y a une fuite des capitaux, il faut aller lire le rapport des entrepreneurs. Il faut aller lire exactement le rapport du Sénat qui indique qu'il n'y a que 2% de l'assujettis à l'ISF qui quitte. Et où viennent-ils? En Belgique.
En Belgique, les Bernard Arnault qui viennent chez nous, sans que ça ne crée un seul emploi, ils viennent tout simplement pour esquiver l'impôt. Eh bien moi je dis, ayons un peu de solidarité fiscale, allons chercher l'argent chez les plus riches, et un petit pourcent de 2 ou 3% d'impôt ne va pas les tuer, et qu'on peut réinvestir ça dans l'emploi public, l'emploi productif. Merci. Je voudrais, par rapport aux grandes familles dont vous parliez tout à l'heure, aux plus riches dont vous parlez maintenant, il y a Paul Magnette qui a fait son discours au Fête de Wallonie, vous l'avez peut-être entendu ce week-end. J'étais là. Qui a donné la leçon aux grandes familles de Wallonie, peut-être aux banques, aux grands entrepreneurs, en disant vous devriez appliquer une espèce de patriotisme économique. Est-ce que vous croyez à ce genre de discours, M. Maurice Kamen? Est-ce que vous trouvez que c'est un discours archaïque dans le temps de la globalisation économique, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher ça, ou Paul Magnette se fiche de son électeur? Je vais peut-être vous étonner, mais sur ce point, je suis assez d'accord. Parce que vous savez que j'étais avocat d'affaires, je suis toujours avocat d'affaires avant d'entrer en politique. Et donc, j'ai beaucoup côtoyé les fonds, etc., les fonds d'investissement. Et je trouve effectivement que nous manquons cruellement de ces pionniers, tels qu'étaient par exemple les Solvay et autres, et que souvent les familles héritières se sont avant tout transformées en gestionnaires de fonds, etc., diversifiés, sans qu'il n'y ait pas tous, il y a encore des entrepreneurs, mais en tout cas que l'esprit effectivement d'entreprise et de prise de risque s'est un peu perdu. Et donc ça, je le regrette. Parce qu'il faudrait un peu plus de patriotisme. D'ailleurs, j'étais très étonné d'entendre M. Magnette, reconnaître que le patriotisme devait parce que bon, on a un peu tendance à dire toutes les frontières doivent être atténuées, tout ça se vaut. C'est une évolution qui m'a frappé, parce que nous pensons effectivement que le patriotisme, c'est-à-dire non pas l'amour de sa patrie et non pas la détestation des autres, mais d'abord l'amour de sa patrie et le fait de pouvoir s'investir quand la patrie est en danger ou connaît des difficultés, est une valeur que nous voulons également mettre en avant. Et sur ce point, j'étais ravi d'entendre, mais le patriotisme, il joue à tous les niveaux, pas seulement pour les familles, mais aussi tout le monde doit s'y mettre si on veut, et retrousser les manches, si on veut effectivement redresser la Wallonie et la Belgique plus généralement. Monsieur Debeau, c'est un discours méthode Coué, hypocrite, on y est dedans, il faut moi, je crois qu'on est vraiment dans la méthode Coué, qu'on est vraiment dans de la communication. Moi, je ne me reconnais pas dans les propos de M. Magnette. Je trouve que continuer à vouloir faire confiance à ces grandes entreprises dans notre région pour pouvoir relancer l'économie, c'est ne pas voir qu'aujourd'hui, les industries se sont transformées dans une logique purement axée sur la finance, et qu'aujourd'hui, on ne pourra plus attendre ces entreprises pour relancer notre région. Et de ce côté-là, j'aurais voulu avoir un discours beaucoup plus volontariste, beaucoup plus basé sur l'investissement public. Je crois qu'on doit prendre des mesures contracycliques. Aujourd'hui, on voit que tout ce qu'on privatise, tout ce qu'on laisse au privé aujourd'hui, ne fait qu'une seule chose, c'est de renforcer les fortunes de certains et d'appauvrir notre région. S'il y a bien une région qui sait qu'elle a produit des milliards d'euros de richesse, que ce soit dans la sidérurgie, que ce soit dans le verre, que ce soit dans tous ces grands secteurs structurants qu'on a produits pendant 10, 20, 30 ans, où est cet argent aujourd'hui? Il n'est pas dans les comptes en banque des Wallons, il est dans les comptes en banque de certaines grandes entreprises, des grandes familles, comme Monsieur Frère, qu'on arrête de me dire que c'est la crise pour tout le monde. Monsieur Albert Frère, une fortune de plus d'1 milliard d'euros. Et M. Frère paye moins d'impôts que sa femme de ménage. C'est ça qu'il faut pouvoir dire en Belgique. Mais moi, je dis, ce 2 poids 2 vitesses, ça ne va plus. Et je demande que les autorités publiques réinvestissent dans le tissu économique, réinvestissent dans les services publics, réinvestissent pour créer de l'emploi qui est sûr. Vous estimez qu'il n'y a pas assez de services publics en Wallonie, qu'il n'y a pas assez d'investissement pour l'entreprise, notamment les plans Marshall successifs avec l'éthique et les nouvelles technologies? Le gros problème, c'est que justement, le plan Marshall, juste répondre à cette question-là, le plan Marshall n'est pas un investissement public. Le plan Marshall, c'est de donner, et j'ai personnellement travaillé sur le dernier dossier en la matière du PTB, c'est de donner plus ou moins 900 millions d'euros à des entreprises sans aucune garantie d'embauche. C'est-à-dire que les entreprises font de la recherche, mais elles ne sont pas obligées d'embaucher. Quand moi j'entends un Elio Di Rupo aujourd'hui se réjouir qu'à Mons, Google est venu s'installer, qu'on a donné des millions d'euros à Google pour venir s'installer, et que ça crée 40 emplois, il faut arrêter. C'est pas ça qui va relancer notre région. Et la preuve, c'est que ça marche pas. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir inventer en matière énergétique en Allemagne. On est en train de créer beaucoup de sociétés décentralisées de production énergétique dans les grandes villes allemandes. C'est ça qu'il faut faire pour investir dans de l'emploi. Ça, je suis intimement convaincu. Reprenons notre sort en main et arrêtons de dépendre des ArcelorMittal, des TNT et des Google pour créer notre emploi chez nous. On change de sujet. Il faut les deux, mais fondamentalement au Parti populaire, nous sommes opposés à tout type d'aide, quel qu'il soit.
Donc nous ne pensons pas que c'est à l'État. D'abord, l'État ne crée pas de richesse, au contraire, il est souvent le problème. Et nous pensons qu'il faut laisser justement les entrepreneurs du privé se développer. Et pour ça, l'État est là pour leur offrir le meilleur contexte possible, c'est-à-dire le moins de paperasserie administrative, comme on le voit pour créer une entreprise, autorisation en tout genre et autres. Et si on veut engager, le moins de charges possible et le moins de contraintes possible. Avec ça, on crée de l'emploi et de la richesse. Mais pas d'aide L'État publique, ne crée... si j'ai bien compris. Comment Pas d'aide publique, si j'ai bien compris. Nous sommes Plan Marshall, vous n'y croyez écoutez, pas. Hein. Écoutez, Vous êtes contre le plan Marshall? Je suis contre le plan Marshall, effectivement. Nous sommes contre tous les plans d'aide, quels qu'ils soient. Nous voulons que l'impôt soit le plus bas possible et qu'on laisse justement l'initiative privée se développer. Quel positionnement philosophique ou idéologique vous avez pour dire que l'aide publique aux entreprises n'a pas d'intérêt, ou etc. Écoutez, tout simplement parce qu'il suffit de voir ce qui se passe dans les autres pays. Regardons l'Angleterre avec un taux de chômage de 5,2%. Il n'y a pas des aides en tout genre et autres. Ils ont rencontré un système très simple où un entrepreneur en 15 minutes crée son entreprise. On lui fout la paix pendant 2 ans. Il n'y a pratiquement pas de taux de TVA, je pense jusqu'à 40 ou 50 000 euros. Donc, il n'y a pas de TVA, donc il n'y a pas de paperasserie et ce genre de choses. On y vient aussi en Belgique, on est en train de relever les taux parce que ce sont des contraintes pour les petits qui se lancent. Vous semblez ignorer parce qu'on n'a peut-être pas créé d'entreprise jusqu'à présent, mais pour le petit qui veut se lancer, quand on lui dit il y a telle et telle formalité à faire et vous allez soumettre à TVA et il faut faire une déclaration tous les pour l'augmentation de TVA. Comment Est-ce que vous pouvez les lecteurs ont besoin de savoir. Vous confondez deux choses. Je vous l'ai dit, je suis d'accord pour une augmentation de TVA. Pour autant que ça permette de réduire l'impôt sur le travail et les coûts du travail ici. Pour l'augmentation de TVA. Parce que le plus grand scandale, c'est pas le fait que quelqu'un ait 50 ou 100 euros de plus ou de moins. Le plus grand scandale, c'est qu'il y ait un Wallon sur 4 qui soit demandeur d'emploi. Ça, c'est le plus grand scandale. Ça doit être la priorité. Et je reviens à l'autre problème, ce que j'ai indiqué, c'est qu'aujourd'hui, une petite entreprise est dispensée de déclarer de la TVA, donc de facturer de la TVA jusqu'à 15 000 euros. On va remonter ça à 25 000 euros et en Angleterre, ils sont à 40 000 ou 50 000 euros. C'est une question de formalité. C'est qu'on estime que les petites entreprises n'ont pas à avoir tout cela. C'est intéressant que vous preniez l'Angleterre parce que ça nous permet justement d'avoir ce débat macro et de philosophie finalement. Je crois que c'est ça aussi pour que pour les lecteurs soit très clair. Vous prenez comme 5% de taux de chômage, oui. Ça c'est clair. Ça, c'est clair. Le pays où les inégalités entre riches et pauvres sont les plus élevées en Europe. Pourquoi il n'y a que 5% de chômage? Parce qu'ils sont exclus en Angleterre. Vous savez très bien qu'en Angleterre, et ça, c'est votre modèle. Je rappelle d'ailleurs que vous avez voté pour l'exclusion des chômeurs. Attendez, c'est un sujet quand même qui était important et qui va intéresser beaucoup les lecteurs de la DERJ. Vous avez soutenu le processus d'exclusion des chômeurs initié par le gouvernement précédent et celui-ci. Vous avez même dit que M. Michel ne va pas assez loin. Vous trouvez que les chômeurs... Regardez. Vous êtes d'accord, vous avez dit ça? Attendez. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les CPS vont être remplis de chômeurs aujourd'hui. Moi, je dis, au lieu de chasser les chômeurs, chassons le chômage. Jusqu'à preuve du contraire, obliger les gens à continuer à chercher du boulot qui n'existe pas, ça ne rend qu'une seule chose, c'est rendre les gens malades. Et ça, vous devez une fois aller sur le terrain, à Charleroi, à Liège, à Mons, allez voir tous ces gens. J'y vais sur le terrain et j'ai vu les ravages de 40 ans de socialisme que vous voulez aggraver éventuellement par le type de mesures que vous voulez prendre. Soyons très clairs par rapport au chômage. Relisez notre programme. Nous ne sommes pas pour l'exclusion des chômeurs. Nous disons que les chômeurs, après de longue durée, doivent être après un certain temps mis au travail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, nous ne voulons pas les exclure, nous voulons qu'ils contribuent au profit de la société. Ça, c'est notre programme. Le gouvernement, n'en faisons pas partie. Je vous le rappelle quand même. Est-ce que vous êtes d'accord, vous avez voté pour au Parlement? Je ne crois pas que nous ayons voté pour, nous sommes peut-être abstenus sur la mesure. Non, bon, ok. Je ne crois pas que nous l'ayons voté. On va changer de sujet, on va parler de façon assez brève, je suis désolé, des pensions, Romain, si tu veux bien, un petit peu, augmentation de l'âge, des montants, etc. Dernier sujet sur le travail, et après on part sur la crise des migrants parce que ça va très très vite. Vas-y Romain. Alors côté pension, vous vous opposez un peu, vous êtes plutôt pour l'augmentation de l'âge de la pension, de votre côté plutôt contre, mais par contre vous êtes tous les deux pour le fait d'augmenter les montants des pensions. Est-ce que, avec la pyramide des âges qu'on a maintenant, est-ce que c'est pas un peu une idée kamikaze à long terme? Alors, il y a deux choses. D'abord, les pensions telles qu'elles sont aujourd'hui en Belgique pratiquées, notamment les basses pensions, c'est un scandale parce que ça maintient les gens à peine dans un relatif niveau de pauvreté. En tout cas, on tient à peine les gens la tête hors de l'eau. Et donc, nous pensons qu'au niveau des petites pensions, il y en a pas mal qui doivent être revalorisées. Maintenant, il y a une autre réalité. C'est qu'aujourd'hui, en Belgique, on part à la retraite en moyenne, non pas à 65 ans, 63 ans, mais à 59 ans.
et que les retraites, elles ont été conçues à l'époque, on avait fixé la barre à 65 ans, et alors qu'on vivait encore 5 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens vivent jusqu'à 82, 83 ans en moyenne, parfois plus, et que donc il y a encore donc pas mal d'années après la retraite, et que le système aujourd'hui apparaît globalement impayable, tenant compte de la pyramide des âges. Et donc nous pensons qu'il y a deux mesures évidentes à prendre, c'est qu'il faut bien sûr, on est d'accord avec ça, retarder l'âge de la retraite à 67 ans, c'est la première chose, mais surtout faire en sorte que les gens ne partent plus à 59 ans, mais restent plus. Alors, on nous dit toujours, mais bien sûr qu'il y a des gens qui sont à 59 ou 60 ans, qui sont épuisés, cassés, ce genre de choses. Une réalité, c'est pas la même chose que de travailler dans un bureau, être avocat, journaliste, ou être manœuvre sur la route toute la journée à faire des trous dans les gaz. C'est évident qu'il y a une pénibilité qui doit être prise en considération. Mais de manière générale, si on veut que le système tienne la route, et toutes les études le démontrent, il faut effectivement que les gens travaillent plus longtemps. Deux pistes pour faire travailler ces gens plus longtemps. Parce que généralement, 50, 55 ans, on n'est plus dans sa boîte, on n'est plus apprécié, on est peut-être mis de côté. Je caricature peut-être, je généralise un peu. Quelle est votre idée ou votre piste, votre idée pour justement que ces gens restent au travail plus longtemps? Mais tout d'abord, il y a aussi une chose qui me frappe, c'est que j'entends partout que dès que quelqu'un perd son job à 50 ans ou plus de 50 ans, c'est le calvaire. Visiblement, oui. Pour retrouver un emploi, notamment aussi en raison des coûts du travail. Je le dis toujours, ce sont les barèmes les plus élevés. Donc pour moi, la simplification et la réduction des coûts du travail devraient entraîner, effectivement, un regain d'intérêt. Une plus grande flexibilité, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés. Quoi. Mais moi, je n'hésite pas à engager des gens plus âgés, qui ont parfois 57, 58 ans, ou 60 ans, ou 65 ans même, et ils sont une formidable, souvent, source d'énergie et d'expérience. Et puis, effectivement, je crois qu'il faut se rendre compte que il y a tellement de transferts de connaissances, d'expériences qui peuvent être faits, de coaching qui peuvent être mis en place. Pour le cas des enseignants, par exemple, on nous dit les enseignants, après un certain temps, ils sont épuisés, etc. Et donc, ils ont le droit de partir beaucoup plus rapidement. Moi, je pense que les enseignants, après un certain temps, même si ils ne doivent plus être en première ligne de classe, il y a tout un travail justement de formation qu'ils peuvent donner aux plus jeunes qui arrivent en leur disant voilà comment je ferai. Donc c'est pas fondamental. Mais je veux dire, tous les pays le font. Faut pas croire de nouveau que quand tous les pays retardent parce qu'ils sont confrontés partout à peu près au même problème de vieillissement, que tous les pays prennent les mesures similaires, que la Belgique. Personne ne remet en cause l'allongement de la. Non, mais certains voudraient. Je dis donc qu'effectivement on puisse échapper à ce type de mesures parce que c'est une réalité, c'est le vieillissement de la population. D'accord. Monsieur Debout. Et après, on arrête. Votre réponse, si vous voulez bien. On a voté contre cette augmentation de la pension à 67 ans, contrairement au PP. Pour nous, c'est tout à fait illogique. C'est tout à fait illogique parce que, pour deux raisons. La première, c'est que nous vivons dans la deuxième économie la plus productive au monde et que donc la conséquence de cette hyper-productivité, c'est que les gens sont usés. Et contrairement à ce que M. Mosekamen dit, pas que dans quelques petits secteurs, il y a des secteurs de plus en plus flexibles, où on donne de plus en plus de soi, et où on a des pays où le burn-out était le plus généralisé, où nous avons fait quelques études qui démontraient que le nombre de patients dans nos maisons médicales, où nous pratiquons notre médecine gratuite, entre 55 et 65 ans, 75% de nos patients ont des problèmes soit musculo-squelettiques, soit cardiaques, dû justement à cette augmentation de la pression. Et deuxièmement, que justement, on produit 4 fois plus de richesses aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et donc, on peut payer nos pensions grâce à cette augmentation de richesse. Si elles ne s'évadaient pas de Belgique ou quoi, c'est ça que vous dites? Non, mais attention, elles ne s'évadent pas, elles sont là. On est toujours le 4e pays le plus riche au monde. Donc, il faut quand même rappeler qu'on est un des pays les plus riches au monde. Les gens dans les entreprises le sentent qu'on produit de plus en plus. Un travailleur produit aujourd'hui 4 fois plus de richesse qu'il y a 25 ans. 4 fois plus. Donc ça suffira pour vous à payer votre retraite, ma retraite ou celle du jeune Romain en face de vous? C'est évident, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je veux quand même donc on vit une espèce de théorie du complot là, non, ou pas? Je sais pas. Non, c'est pas du tout du complot. On est clairement en train de dire, en faisant travailler les anciens plus longtemps, on donne moins de boulot aux jeunes. Parce que c'est comme ça qu'il faut dire. Mais ça, c'est inexact. Parce que mais tu as fait toutes les études, le démontrent justement dans les pays scandinaves. Moi, je ne comprends pas. Quand les anciens sont fatigués,
qu'on ne leur donne pas le droit, et on parle bien ici d'un droit, pas d'une obligation, de pouvoir partir et de laisser une place à un jeune. C'est ça qui est quand même fou. Il y a 600 000 travailleurs sans emploi en Belgique, et qu'est-ce qu'on va demander aux anciens qui sont fatigués de continuer à travailler? C'est tout à fait illogique. Il n'y a qu'une seule logique, et je vais la dire. Le but, clairement, c'est quoi? C'est de maintenir tout le monde sur le marché de l'emploi pour casser les salaires, pour qu'il y ait une concurrence. Et c'est ça qu'on est en train de faire dans les entreprises, une concurrence entre générations. Ce que moi, je veux, c'est une solidarité entre générations. C'est qu'on permette aux anciens de s'occuper, d'avoir du temps, de s'occuper des petits-enfants, de s'occuper des loisirs, de s'occuper de tous les autres secteurs qui, entre parenthèses, feraient bien marcher notre économie, et qu'on permette aux jeunes qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de commencer à bosser et de leur donner du boulot. Et moi, je ne comprends pas que tous les partis, qu'ils soient de droite ou même de la gauche molle, s'accordent pour dire qu'il faut travailler de plus en plus longtemps. Parce qu'il y a des réalités, des chiffres, et que toutes les études montrent que justement le coût des retraites va exploser. Ça n'a rien à voir avec la richesse produite, ça a à voir avec ce qui est ponctionné justement pour les payer. Et s'il faut ponctionner de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux retraités, on va augmenter les impôts et ça va donc ralentir l'économie puisque ce qu'on ne dépense pas au niveau, quotidien, mais qu'on doit mettre de côté pour payer les retraites, eh bien, ça va. Attendez, ça ne va faire que ralentir. Mais je voudrais revenir sur un autre point. Ça, c'est fondamental. C'est un des autres mythes de la gauche que je veux, dénoncer ici. Pour la gauche, le travail, c'est une espèce de gâteau qu'il y a lieu de partager. Et donc, si on prend à l'un, ou plutôt si on en a l'un, c'est qu'on a pris à l'autre. Si on donne aux personnes plus âgées qui travaillent, on ne donnera pas aux jeunes. L'économie, Monsieur Debeau, ça ne fonctionne pas comme ça. L'économie, eh bien justement, la richesse appelle la richesse. Parce que quand justement les gens retraités et les gens jeunes travaillent ensemble, ça crée du pouvoir d'emploi, du pouvoir d'achat, pardon, et donc ça va créer de la dépense et de l'emploi. C'est une dynamique positive qu'il faut créer et pas du tout voir l'économie comme un gâteau fermé où il faut juste donner une part à l'un et une part à l'autre. Monsieur Morgan, pourquoi il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres? Mais pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres? Parce qu'on applique des recettes de gauche, d'hyper-taxation depuis 30 ou 40 ans, que ça ne marche pas en Wallonie, comme ça n'a pas marché sous le communisme partout où il a été appliqué, et que les pays où effectivement où ça marche bien sont les pays comme la Suisse par exemple, comme une série, le modèle suisse est extrêmement intéressant. Mais écoutez, c'est assez bizarre parce que ce modèle que vous décriez tout le temps, et on va venir aux migrants, je vois que finalement il y a des centaines de milliers de personnes ou des millions de personnes qui sont en Afrique, qui sont au Moyen-Orient, etc. et qui pour certains, pour des raisons économiques, veulent venir le rejoindre. Ce modèle que vous décriez à longueur de journée dans tous les journaux et autres, je vois que, des millions de personnes, ils souscrivent, en tout cas ils voudraient y participer. Chez nous, ça c'est clair. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Allez, on va passer aux migrants. Vas-y, Romain. Oui, alors les migrants, moi j'ai une petite question d'abord à M. Edbeau. Est-ce que vous soutenez, donc ils arrivent pour le moment, vous, votre position c'est d'essayer de les intégrer avec plus de solidarité, plus de place pour ces demandeurs d'asile. Est-ce que vous soutenez le vocal, les patrons flamands qui vont chez les migrants dans le parc Maximilien pour essayer de leur trouver du boulot? Non, et ça démontre justement effectivement qu'une partie du patronat européen a clairement comme agenda d'utiliser la crise des réfugiés, parce que c'est bien de ça qu'on parle bien de réfugiés ici, pour casser les salaires. C'est-à-dire de pouvoir établir une politique salariale à deux vitesses, c'est bien connu, donc on donne moins de droits à des migrants qui arrivent, leurs salaires sont en moyenne de l'ordre de 20% de moins que la moyenne nationale. Ils ont les mêmes droits à partir du moment où ils ont leur papier. Non, mais justement, donc ça c'est la question des discriminations, où beaucoup d'études démontrent justement que la concurrence entre, travailleurs d'origine belge ou pas, permet sur le marché de l'emploi de casser les salaires. Et donc c'est clair que du côté allemand d'abord, et le VOCA suit, parce que c'est l'habitude évidemment que le VOCA suit, c'est que le but, ce qu'on avait déjà d'ailleurs comme concurrence en Belgique par rapport aux travailleurs avec nationalité belge ou pas, c'est de l'importer ici. Et donc pour moi c'est clair que le but, ça doit être d'avoir une spirale vers le haut au niveau des salaires, soyons clairs. Maintenant, deuxièmement, on parle bien ici de réfugiés. Et je crois que ça, c'était important de pouvoir le dire, c'est qu'effectivement, je pense comme partie de la solidarité, moi qui me bats pour les SDF ici en Belgique, moi qui me bats pour le maintien de la solidarité en Belgique et pour aller ponctionner un peu chez les riches, évidemment, je l'ai à travers le monde. Mais est-ce que les mettre sur l'emploi, comme ça, est-ce que c'est pas favoriser leur intégration? Ah mais bien sûr, moi je suis pour une intégration par le travail. La question c'est
pas au prix que le VOCA veut le faire, c'est-à-dire de pouvoir casser les statuts. Vous allez voir, ça va arriver tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que la NVA, comme bras politique du VOCA, vient tout de suite déjà avec la question de sous-statut. Le but, clairement, c'est de pouvoir mettre les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. C'est pas pour rien que tous ces partis étaient pour aussi la directive détachement, qui permet un dumping social à travers l'Europe. Moi, j'ai toujours dit que j'étais contre cette Europe libérale, contre cette mise en concurrence des travailleurs de l'Est, du Sud et du Nord du continent pour aller vers une spirale vers le bas. On doit pouvoir avoir des mesures qui protègent effectivement notre pouvoir d'achat, mais en même temps avoir cette solidarité. Ça, pour moi, c'était important. J'ai travaillé 2 ans, ça, je veux quand même le dire, j'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. De ces 2 ans d'expérience à Kinshasa, j'ai retiré comme conclusion pour moi-même, comme philosophie de vie, que le jour où je vais être dans le pétrin complet, où ma famille va crever de faim, on pourra mettre 15 douaniers devant moi, je passerai. Je passerai parce que je veux le bonheur de ma fille et de ma famille. Et ça, je crois que c'est cet humanisme-là qui est important d'un point de vue politique, c'est que ce monde aujourd'hui, où les riches deviennent de plus en plus riches, 1% de la population, si on parle d'immigration, on doit parler de ça, 1% de la population mondiale possède autant que les 99 autres pourcents. Jamais on n'a connu dans l'histoire de l'humanité une telle polarisation de richesse qui amène des tensions au niveau des guerres et des tensions au niveau social incompatibles. Et ce que je veux, moi, c'est qu'on mette un fin à ce système économique qui permet de tels déséquilibres. De ce côté-là, je me suis inscrit dans l'anticapitalisme parce que je ne crois pas que ce système qui mène à de telles inégalités va pouvoir continuer. Et M. Modric amène est pour continuer dans ce système de l'hyperconcurrence mondialisée qui va nous mener encore plus vers le bas. Ça, c'est pas mon option. Merci de donner la parole. Simplement, le système que M. Deveau préconise, il s'appelle le communisme. Et malheureusement pour lui... C'est le marxisme. Hein. Ou le marxisme, appelez-le comme vous voulez, ça n'a jamais marché nulle part. Ça a débouché sur les privations, ça a débouché sur le totalitarisme partout. Et les derniers modèles, je sais que vous les partagez malheureusement et on ne le dit pas assez, il s'appelle Cuba, il s'appelle la Corée du Nord et autres. Ils ne sont ni un modèle de développement, ni un modèel de démocratie. Hein, je pense qu'entre la Corée du Nord... non, je ne suis pas pour la Corée du Nord. Vous y envoyez parfois des cadres, oh, jamais. Lors d'événements internationaux, où les frères de Corée du Nord sont... Non, c'est pas faux. Je pense que le but, c'est de dénoncer les liens. Mais je ne vais pas faire... Je pense que ça n'intéresse personne de savoir... je dis ce qu'est le PTB. Revenons sur les migrants. La Belgique a les moyens, comme l'a dit M. Debeau, d'accueillir 10 000 migrants. Et est-ce qu'on les met au travail ou pas? Le problème n'est pas... Il faut revoir le problème dans son ensemble. Il y a des dizaines de millions de personnes, voire peut-être des centaines de millions de personnes, qui aspirent à venir en Europe. Ils sont pour beaucoup peu qualifiés, ne connaissent pas la langue, etc. Et dès le moment où on ouvre les portes comme on le fait, c'est un appel d'air, on commence avec 1 million cette année, dont certains traversent dans des circonstances difficiles, on l'a vu au prix de leur vie et ce genre de choses, ce seront des millions d'autres qui viendront les années qui viennent. Avec effectivement l'invitation qui est faite, on peut être certain que la tendance ne s'inversera pas. Alors, ça vous craignez? Bien sûr, vous le craignez. Nous le dénonçons. Et toute la population, les sondages le montrent, 70-80% des gens le craignent et le ressentent. Alors, maintenant, il faut faire une distinction. Parce qu'on nous dit, il y a les migrants, il y a les réfugiés, il y a les déplacés, etc. Bon. Et donc, il faut voir à quoi on a affaire. Nous pensons d'abord que pour tous ceux qui viennent pour des raisons économiques, il ne faut pas les accepter. Il faut au contraire les refouler. Parce que nous avons déjà en Europe 40 millions de chômeurs. Je le disais comme en Belgique, déjà 1 300 000 personnes qui émargent à l'ONEM en Belgique. Alors quand on vient nous dire qu'il faut des migrants, il faut des bras, alors qu'on a déjà autant de centaines de milliers de personnes qui sont ici et qui ne trouvent pas de travail, je ne peux pas comprendre. Il y a ensuite le problème des personnes déplacées ou qui fuient la guerre. Voilà, qui fuient la guerre. Là, nous disons que le flot qui arrive comme ça, sans surveillance, sans screening de qui on a fait, est quelque chose de dangereux. Nous pensons qu'il faut les protéger, les aider, mais nous voulons faire, c'est ce que Sarkozy a proposé d'ailleurs, il faut des centres, notamment à l'étranger, qui sont protégés aux frontières justement des pays qui sont en guerre, qui sont financés et protégés par les États occidentaux. On ne les laisse pas venir jusqu'en Belgique ou jusqu'en Allemagne, etc. Pas comme ça, parce qu'il y a un risque majeur, je ne sais pas si on s'en rend compte, il y a là-dedans, et il y aura des gens que Daesh nous envoie,
des gens qui ont commis des petites atrocités et qui viendront les commettre. Comme s'ils avaient besoin de On venir, ne c'est peut, vraiment mais bien incroyable. entendu, Mais ils bien- le disent qu'ils vont les envoyer. On ne peut pas faire. Nous avons déjà des gens ici, qui sont ici, qui ont été faire un tour, une formation, ou qui ont été faire, ils ont déjà commis des attentats, ou ils ont failli en commettre. Nous avons eu beaucoup de chance. Oui, ils reviennent en bateau, Nous c'est avons clair, eu c'est beaucoup clair, de ils reviennent chance en dans le bateau à travers Thalys. la mer. S'il n'y avait pas eu des hommes courageux, les soldats américains, il y aurait eu des dizaines de morts sur notre territoire, des dizaines Il de est venu en morts bateau via la Méditerranée, dans le train. Mais C'est ça. Je me permets de réagir. Daesh, Je peux l'État réagir. islamique nous dit, on Voilà. vient encore d'en arrêter Je un. trouve- On en a arrêté un hier, monsieur Debeau. Le lien que Hier, vous- on en a attendez, arrêté un. Dénoncé justement par les gens qui venaient avec lui C'est vraiment de grave. l'État islamique. Et donc, nous disons, il faut un principe de précaution parce que les conséquences pour notre pays sont extrêmement dangereuses. Et puis, je crois que les gens doivent ouvrir les yeux. Il y a des gens qui nous sont envoyés, même si ce ne sont pas des terroristes. Les gens qui arrivent à Lesbos ou qui arrivent à Budapest et qui commettent déjà une série de violences ou qui crient à peine arrivés Allah Akbar. On a vu toutes ces vidéos qui circulent. Est-ce que ce n'est pas interpellant par rapport au type de migrants que nous recevons? Et donc nous pensons, nous, au contraire, qu'il faut les migrants économiques les maintenir, là où ils sont, donc fermer clairement les frontières, et pour les véritables réfugiés, les aider là-bas, et en accepter une petite partie, après un screening minutieux, voir Mais donc, effectivement ce qu'on a différents- fait. Ici, personne ne screen rien, on ne contrôle rien, et nous allons en payer les conséquences. Et croyez-moi, je pense que cette politique, et je pèse mes mots, politique du gouvernement belge, et plus généralement des gouvernements européens, est irresponsable envers leur population aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais deux choses. D'abord, on va peut rappeler vos propos quand même, que j'ai trouvé tout à fait inacceptable. Vous répétez peut-être pas devant les journalistes, mais donc la proposition de torpiller tous les bateaux et donc de les couler, il faut voir un peu votre vidéo. Hein. Donc, attendez, est-ce que je peux, J'ai indiqué que les navires devaient être bombardés, ok. coulés dans C'est les ça. ports, Et donc, je vois que sur les sans vidéos- les gens, je vois que c'est les vidéos- Non, non, pour ok. éviter que ces Je navires vois prennent que- la mer. je- J'ai ok, pas c'est ça, dit torpiller, c'est ça, j'ai dit les c'est mettre ça. hors d'état Donc, vous- de c'est ça, prendre la mer. c'est ça. Donc, Effectivement, c'est d'ailleurs bon. effectivement. Donc, là, on voit quand même votre vision de comment le monde peut circuler. Et c'est là où flirtez effectivement avec M. Orban, que vous avez souligné quelques fois comme étant visiblement un modèle aujourd'hui. Hein. Donc, je rappelle que M. Orban, qui dans son pays commence à fermement 70% limiter. des électeurs votent pour est-ce que lui, je peux- ouais, vous savez, malheureusement, dans les années du XXe siècle, la question d'avoir été élu démocratiquement n'est pas forcément synonyme de garantie démocratique. Et donc moi, M. Orban, pour moi, n'est pas un démocrate. Je le dis clairement. Sa manière de voir, c'est-à-dire de muscler la démocratie, d'interdire les organisations de gauche dans son pays, ça va de pair. Vous savez très bien que c'est le cas. Sa manière de gérer aujourd'hui la crise des migrants en faisant tout simplement des fils barbelés dans l'ensemble de son pays, ce n'est pas ma vision. Ma vision à moi, et là vous devez en parler, c'est qu'on doit pouvoir jouer sur les causes. Or, les causes, dans la région aujourd'hui, nous parlons ici des réfugiés, et je vous rappelle d'ailleurs que ce sont les réfugiés qui fuient justement l'État islamique. Donc quand vous expliquez justement, 20% attendez, laissez-moi, réfugiés syriens. quand vous dites que les gens, et en Irak, la situation en Irak, Ceux qui sont à Bagdad ou dans le sud de l'Irak, oui, mais ça vous vous en foutez peut-être, parce que je rappelle quand même que vous avez été un des seuls hommes politiques à soutenir M. Bush dans sa guerre en Irak. Okay. Et ça, c'est un point très très important. Parce que la cause aujourd'hui de pourquoi autant d'Irakiens fuient leur pays, c'est que les États-Unis d'Amérique y ont rasé toute forme d'État. Un bombardement condamné par les instances internationales. Un homme politique en Belgique a soutenu M. Bush, c'est ici M. Modric Amen. C'est exact. C'est exact. Et maintenant, vous vous étonnez que tous ces gens qui n'ont plus mais une maison, parce que tout a été rasé, aujourd'hui fuient leur pays. Moi, je dis aujourd'hui, il faut prendre en main les causes. Et les causes, ce sont les guerres que les États-Unis d'Amérique ont été y faire. Et de ce côté-là, vous êtes aussi responsable politiquement de tout ce qui se passe dans ce genre de pays-là. Alors, Pourquoi? écoutez, Parce que vous ne pensez qu'une seule chose, c'est à vous aligner sur les États-Unis d'Amérique pour ce type de guerre-là. Vous avez soutenu les bombardements l'année passée au Parlement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que les bombardements en Libye, les bombardements en Syrie ne font qu'une seule chose, c'est d'intensifier ces organisations terroristes qu'il faut combattre. Des no man's land complets. D'où viennent tous les djihadistes aujourd'hui? De Libye, qui est devenue la plaque tournante en Méditerranée des djihadistes. Je ne vous ai jamais entendu aujourd'hui condamner tout ce qu'on a fait dans ces pays-là. Troisième élément, attendez, l'Arabie Saoudite. Pas un mot, monsieur Modric Amen, par rapport à toute cette géopolitique aujourd'hui. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que ces réfugiés qui viennent de ces pays-là viennent parce que la situation devient intenable. Intenable parce qu'il y a des bombardements, intenable parce qu'ils sont comme en 14-18 et en 40-45 dans le besoin. Et je dis aujourd'hui que nous devons tendre la main. C'est la première chose qu'on doit faire. Mais la deuxième chose, c'est d'aller sur place, éviter qu'on continue la guerre. Et pour éviter qu'on arrête aujourd'hui d'aller bombarder
bombarder là-bas pour défendre nos intérêts occidentaux, M. Modric-Carmen, et qu'on permette aujourd'hui un processus inclusif qui ramène la paix dans ce genre de pays-là. Vous savez, M. Debeau, je pense que quand on se veut un homme politique responsable, il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et vous avez raison de le dire. J'étais en soutien de la guerre en Irak, je l'ai dit, j'ai publié à l'époque des communiqués. Et je pense, parce que je pensais qu'il fallait effectivement apporter la démocratie dans ce type de pays. Et sur ce point, je dois reconnaître que c'était une erreur, je le dis, et je l'ai dit publiquement déjà plusieurs fois. Et depuis lors, j'ai condamné l'intervention européenne en Libye, parce que je pense qu'elle est allée déstabiliser effectivement Kadhafi, qui avait beaucoup de défauts, mais qui en tout cas assurait une stabilité. Et c'est pour ça aussi que je pense que avoir voulu déstabiliser Assad en Syrie était une erreur également. Donc, voyez, j'ai commis une erreur en 2003, 2004, je veux dire, donc 2003. Et je l'assume et je le dis, c'était une erreur. Maintenant, et les conséquences des erreurs, et vous avez raison que l'intervention américaine est une des causes. Vous avez raison de le dire. Mais ça ne veut pas dire. Mais ça ne veut pas dire. Mais qu'est-ce que je viens. Allez-y, allez-y. C'est à vous, c'est à vous. Qu'est-ce que je. Après, on change parce qu'on va trop vite. Qu'est-ce que je fais? Simplement croire que l'Occident est pour ça le seul responsable de toutes les guerres, de toutes les déstabilisations ou de toutes les misères, je ne peux pas accepter ce discours misérabiliste et d'autoflagellation. Nous ne sommes pas responsables, nous Européens, du fait que l'Afrique est sous-développée, qu'elle est, comment dire, que les Africains n'ont pas été, dans beaucoup de pays, capables de se prendre suffisamment en main, que la corruption, que l'inefficacité règne partout, qui fait qu'effectivement les gens vivent dans des conditions terribles. Nous ne sommes pas responsables, nous. Mais parlez de attendez, nous, Européens ou Occidentaux, du fait qu'effectivement le fanatisme s'est réveillé, notamment en raison de Khomeini, je dis depuis 30 ans. De Khomeini, bien sûr que l'Iran a été... Ça a commencé, le réveil de l'islam extrémiste est lié à la révolution iranienne. Alors ça, c'était côté chiite. Et il y a eu bien sûr la montée en puissance du wahhabisme et du salafisme de l'autre côté. Et il se fait que aussi ces gens sont en train de s'entretuer. Et si vous voulez, si aujourd'hui il y a un État islamique qui est en train de terroriser les minorités, les yézidis, les chrétiens et autres... Les musulmans aussi. Les musulmans. Dites-le, c'est difficile. Hein. Musulmans. Quoi? Les musulmans qui sont opprimés par l'État islamique, vous en parlez? Attendez. C'est dur de dire, hein. Mais pas du tout. Qui sont en train de persécuter d'abord les chrétiens, les yézidis, mais aussi, lorsqu'ils sont chiites, les sunnites et vice-versa. Eh bien, cette forme de fanatisme, je veux dire, l'Occident que vous décriez tout le temps, mais vers qui tout le monde veut aller, eh bien, l'Occident n'en est pas responsable. Il y a eu, je l'ai reconnu, il y a eu une des causes... Non. Les États-Unis ont beaucoup de défauts aussi, mais ils ont aussi des qualités. Et je constate aussi que les États-Unis, tout le monde veut aussi y aller. Hein. Le Canada, les États-Unis, tout le monde voudrait, c'est l'Eldorado pour beaucoup. Donc vous voyez, ça c'est le paradoxe chez les communistes, chez la gauche, c'est de dénoncer finalement l'Occident, cracher dessus, se flageller, mais finalement reconnaître que tout le monde veut venir chez nous et il faudrait ouvrir grandes les portes. Ok, merci. La montée d'islam en Europe, en tout cas ce qui se passe en Europe, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous sentez le sentiment d'islamophobie qui monte et quelle est votre position par rapport à ça, vous? Est-ce que vous avez peur de l'islam actuel en Europe, en Belgique, en France, etc. Moi, j'ai pas peur de l'islam. Moi, j'ai peur de toutes les idéologies de droite et de droite extrême. Et de ce côté-là, je vois qu'effectivement, il y a un communautarisme qui est très présent et qui se nourrit abondamment de toutes les discriminations vécues en Belgique. Ou en Europe, on voit ça que dans le travail qui est fait dans le quartier par ce type de repli communautaire, que ce soit à travers des mosquées ou pas, c'est que eux-mêmes, ça les arrange d'avoir cette polarisation. De ce côté-là, on voit que c'est l'agenda de l'État islamique d'arriver à une polarisation des civilisations. Et moi, je m'inquiète beaucoup de ça. Et donc, de ce côté-là, je suis content de voir que j'ai beaucoup de potes qui sont d'origine musulmane, qui ont une religion musulmane comme des gens d'autres religions, etc., qui ont envie justement de travailler vers une société beaucoup plus solidaire. Et je crois que nous, on doit soutenir politiquement un maximum toutes ces forces-là. C'est ce que nous faisons quand nous faisons un festival comme Manifesta avec 13 000 personnes et où il y a des travailleurs de chez Caterpillar qui viennent avec des mamans de Scarbet qui sont voilées et en même temps, on a de l'autre côté des Flamands, des Wallons, des Bruxellois qui sont tous ensemble parce qu'on croit dans cette société de la solidarité et pas de la polarisation.
En même temps, quand on voit que l'Union européenne donne comme directive d'imposer l'étourdissement des moutons avant leur égorgement pour l'Aït, on voit que les musulmans de Bruxelles boycottent l'Aït, en tout cas la fête du mouton. Qu'est-ce que ça vous pose comme sentiment? On peut rien faire contre ça. Vous pouvez être au pouvoir au gouvernement, l'Union européenne décide, les régions, les États appliquent. Donc ça ajoute justement à la communautarisation, à la différence des peuples, des religions. Donc, mais moi, en fait, je suis vraiment d'accord. Enfin, il y a deux débats sur l'Europe et puis il y a celui sur l'étourdissement même. Je veux dire, moi, à partir du moment où on a des manifs immenses dans les rues pour que les canards et le foie gras, etc., on arrête tout ça et qu'on était indignés. Moi, le jour où j'ai la même indignation pour les moutons, pour les canards de foie gras, pour moi, c'est bon. Malheureusement, je suis obligé de constater que c'est pas les mêmes indignations en Belgique. Et donc, à ce moment-là, on est obligé d'avoir un débat, en tout cas, sur les discriminations et sur l'augmentation du racisme. En période de crise, je vais dire clairement ma position, en période de crise, c'est le diviser pour régner. On veut de plus en plus diviser pour régner les gens, les Flamands d'un côté, les Wallons de l'autre, les Bruxellois de l'autre, les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, les immigrés, les personnes d'origine immigrée et les autres. Moi, je veux lutter contre ce racisme. Oui, l'islamophobie est en train d'augmenter en Belgique. Il suffit de voir les commentaires sur les réseaux sociaux, etc. On se lâche de plus en plus. Monsieur Modric-Kamen veut surfer là-dessus. Ça va nous exploser à la figure. Ce type de... Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, justement, c'est qu'on doit couper l'herbe sous le pied des islamistes et on n'y arrivera que en donnant effectivement les droits égaux et en donnant du boulot pour tous. Ça, c'est le débat. Dans les années 80, c'est ce débat que je veux reprendre aujourd'hui, c'est que dans les années 80, on a eu ce combat pour l'emploi, pour les jeunes, en même temps qu'un combat contre le racisme. Aujourd'hui, on dit chacun pour soi, chacun en concurrence, chacun va se battre dans les populations les unes contre les autres, et qui va y gagner in fine? C'est les puissants, c'est l'élite. Et de ce côté-là, moi, je m'insurge effectivement contre cette élite qui dit aujourd'hui, les banquiers qui disent « Ouais, attendez les gars, divisez-vous entre vous, etc. » Nous, de toute façon, on continue à se faire du pognon. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut effectivement des droits égaux, mais en même temps, on doit protéger notre système social et donc ne pas accepter cette concurrence à outrance que l'Europe nous impose. Parce que là, vous avez vraiment raison de dire aujourd'hui, c'est que l'Europe a bon dos. Les hommes et les femmes politiques disent toujours « Ouais, c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'Europe. » Il faudrait une fois aller voir ce qu'ils votent là-bas. Hein. C'est eux. Donc ça, c'est... Dont les mêmes qui votent en Belgique et en France, on est d'accord. Monsieur Modric-Kamen, islamophobe, peur de l'islam dans la tournure qu'elle prend en ce moment en Europe? Alors, je vais aller plus loin. Je pense que l'islamisme, qui est un des rejetons de l'islam, est un danger mortel pour nos démocraties. Je vous parlais de l'islam, pas de l'islamisme, mais on peut... Allez-y. Donc l'islamisme est un danger mortel pour nos démocraties et que le fondamentalisme islamiste, ou même qui est lié à l'islam, va déstructurer nos sociétés. Alors, il y a une réalité, et vous savez, moi, on peut être dans le fantasme, etc. Mais il y a une étude qui a fait un sondage, qui a fait grand bruit aux Pays-Bas, qui a été publié la semaine dernière. On a très peu parlé en Belgique. Un sondage qui a bouleversé toute la classe politique hollandaise, qui est pourtant ouverte, tolérante, comme vous le savez. Ce sondage indique que la moitié des jeunes musulmans d'origine marocaine ou turque aux Pays-Bas, après le sondage, estiment qu'il est légitime de s'en prendre violemment aux adeptes d'une autre religion. 5 études contredisent ça et vous les reprenez pas. Mais attendez, c'est un sondage, on leur a posé la question. Et que vous le vouliez ou non, monsieur Edebow, hein, lorsqu'on pose la question à Bruxelles, les sentiments, je veux dire, des jeunes par rapport aux juifs, par exemple, eh bien, plus de la moitié se déclare effectivement antisémite. Profondément. Non, mais c'est pas à moi que vous allez faire des leçons antisémitisme. Avec toutes les conséquences. Lorsque on fait ces mêmes sondages, on se rend compte au contraire que le fondamentalisme musulman est prégnant les idées, en tout cas dans plus de 50% effectivement des gens qui sont ici chez nous. Et bien, il me dit que c'est pas un problème parce que ça remet en cause quoi? Ça remet en cause Non, mais c'est ce fondamentalisme-là. C'est pas l'islamophobie, c'est le fondamentalisme qui est en train de traverser la moitié de la communauté musulmane au moins. Et elle est nombreuse, elle est organisée. Et pour certains, potentiellement violents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'égalité homme-femme qui est remise en question. L'égalité homme-femme où les femmes se sont battues. Vos mères, vos grands-mères sont battues pour le droit de vote, pour le fait de pouvoir faire ce qu'elles veulent, pour le fait d'avoir éventuellement, pouvoir ouvrir un compte, en banque. 1968 à peine. Pourquoi vous chassez la chasse aux chômeurs alors? Tout ça, les femmes qui sont victimes. Tout ça va voler en éclats, justement, en raison de la montée du fondamentalisme. Et moi, ce que je regrette, ce que je sens poindre, monsieur Debeau, à l'extrême gauche dont vous faites partie. Gauche radicale, c'est pas extrémiste. Gauche radicale pour vous faire plaisir. Non, c'est pas pour vous faire plaisir. C'est justement cette alliance que l'on sent poindre entre justement l'islam, voire l'islamisme, hein, et justement l'extrême gauche, que beaucoup dénoncent. Hein. L'alliance. Oui, des faits. On le voit. Ben, vous n'avez pas invité
ici au mois de septembre, un quenelliste proche de Dieudonné, etc. Attendez, alors, avoir à votre le lanceur de c'est- Laurent Louis. ça a Alors là, été- je devrais le non, non, lancer. attendez, L'homme qui a lancé Laurent Louis en Belgique me dit que je suis un quenelliste. Je voudrais faire... Est-ce qu'on peut marquer est-ce un point? que ça n'a pas été Vous êtes dénoncé content d'avoir par la lancé Ligue, Laurent Louis? ça n'a pas été dénoncé par la C'est Ligue. vraiment- Ça n'a pas été dénoncé par la Ligue contre Pas- l'antisémitisme. Pas Il n'y a du pas eu tout, d'article. pas du tout. Ah non. Il y a une Non. expression de M. Rovensfeld et qui peut venir avec ce qu'il veut, mais Ah, d'entendre... Ah donc il n'a pas été, Attendez, vu vous avez comme lancé suspect. Laurent Louis ici en Belgique. Vous lui avez... Attendez, là, vous me prenez sur un sujet... Monsieur Debo, Juste- Laurent Louis a été député du Parti populaire. C'est ça. Et dès qu'il a dérapé, sa personnalité s'est révélée, il a été immédiatement mis à la Ok, porte. mais je du Parti suppose qu'en populaire. matière de quenellisme, alors... J'aimerais que dans les vous êtes autres un petit partis, peu moins... comme le Parti socialiste, ou C'est d'autres, pas- lorsqu'il y adressez-vous a à des quelqu'un groupes. qui dérape, n'est-ce pas, on le met à la porte comme nous l'avons fait. Et moi, je voudrais vous rappeler, Monsieur Debeau, ça faisait 2 mois qu'il était là. Nous avons perdu notre dotation. On était un jeune parti. On avait une dotation annuelle de 450 000 € à l'époque déjà. Et je n'ai pas hésité, vu la teneur du personnage, quand on a découvert qui il était, à le mettre immédiatement à la porte et à prendre mes responsabilités. Et donc, je voudrais voir dans les autres partis, au PS et autres, lorsqu'on a des faiseurs de voix, effectivement, ou des négationnistes, si on met à la porte aussi De toute facilement. façon, Laurent Louis n'existe plus. Donc, il n'existe Donc, plus. Peut-être pour oublions-le. répondre, alors arrêtons. C'est une bonne chose. C'était à 5 ou 6 Non, ans. par rapport à etc. l'islam, J'ai pris mes responsabilités. l'islamisme, Voilà. l'islamophobie, il y a des amalgames. On sent que les gens font des amalgames. Là encore, on ne sait pas vraiment de quoi on discute. Comment on peut lutter contre ça? En disant les choses, comme vous le dites, c'est-à-dire cash, franc. Alors même si on n'a pas les mêmes idées, je suis d'accord, mais peut-être en donnant un discours peut-être dur, qui est peut-être plus clivant, en étant plus rassembleur. Comment on fait pour lutter contre cet amalgame qu'on entend partout? Soyons clairs. Il y a une bonne partie des gens qui sont musulmans ici, qui veulent juste la tranquillité, qui veulent vivre leur islam de manière privée. Nous n'avons pas de souci avec ces gens-là. Mais il y a une autre réalité, tous les sondages le démontrent, c'est que la 2e, la 3e génération est plus travaillée, justement, que celui qui est arrivé de son village du Maroc, qui le vivait paisiblement. Et 3e génération ici, influencée par Internet, des conneries, tout ce qu'ils peuvent lire, qu'ils ne comprennent pas, et qui en 1 mois ou 2 mois se radicalisent et quittent tout et partent combattre et commettre les pires atrocités en Syrie. C'est une réalité que vous ne pouvez pas. Attendez, ces revendications, le fait que, comme hier à la RTBF, quelqu'un vienne vous dire, comme il y a eu un débat hier à RTBF, un des représentants du culte musulman vient de vous dire que la loi religieuse était plus importante que les lois du peuple belge alors qu'on vit dans ce pays, ça ne va pas. Et je crois qu'il faut un discours cash. Le maire d'Amsterdam, qui est musulman, a un discours extrêmement cash par rapport à tout cela. Pour l'instant, on en parle beaucoup aux Pays-Bas. Il leur a dit, si nos libertés, notre manière de vivre, etc., ne vous plaît pas, il dit ça à ses congénères musulmans, prenez vos valises et tirez-vous. Allez dans les pays qui correspondent à vos aspirations. Eh bien, alors pour ceux... Ils avaient isolé. Attendez. Pour ceux qui sont vraiment extrémistes, etc., Daesh... En musulmanie. L'État islamique leur ouvre les bras. Et s'ils veulent partir, je suis d'accord qu'on leur paye leur ticket d'avion. Une minute pour vous sur comment on lutte contre les amalgames, comment on va expliquer vraiment les choses aux gens. Je veux vraiment dire une anecdote qui m'a touché à fond dans ma vie. Quand j'avais 19 ans, je sortais régulièrement en boîte. Mon pote Jamal vient avec moi, on vient d'Herstal. 3 fois sur 4, nous arrivions devant la boîte. Quand moi je débarquais avec des meufs ou quoi, blanches, on rentrait. Quand je venais avec lui, on nous regardait. Pas aujourd'hui, vous rentrez pas. Cette violence, elle est là, elle est vécue au jour le jour pour une partie de notre population. Je veux louer un logement. Ça, on le sait. On le sait. Tout le monde l'a vécu. On doit travailler là-dessus. Comment si on travaille pour lutter contre les discriminations. Et de cette manière-là, on va couper l'herbe sous le pied à tous ces islamistes. Parce que ces islamistes aujourd'hui, c'est pas en continuant à pointer du doigt la communauté comme il faut aujourd'hui. Eux, ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça, parce que eux, le combat des civilisations, c'est leur but. Quand l'État islamique vient faire des attentats en Europe, leur but, c'est d'avoir une polarisation. C'est leur agenda politique, c'est leur agenda géopolitique. De prendre le contrôle. Et la droite radicale, effectivement, rentre là-dedans. Moi, ce que je dis clairement, l'ensemble des forces politiques belges ont soutenu les rebelles en Syrie. Les ont soutenus dans une vision de on va affaiblir les États qui sont présents là-bas. Nous avons appelé, la plupart des partis, pas le PTB, ont appelé à aller, comme disait M. Verhofstadt, à aller soutenir toutes les rébellions là-bas. Aujourd'hui, ceci nous revient comme un boomerang. On parle bien de l'État islamique ici, de ceux qui opèrent des attentats ici chez nous. Le monde politique belge et européen a une responsabilité importante dans les jeux avec le feu avec lequel elle joue. Aujourd'hui, elle doit assumer. Et la première chose qu'on doit faire, c'est casser les bases économiques de l'État islamique. Et pour ça, je vais dire très clairement,
le pétrole qui est vendu, qui arrive ici en Europe, doit être coupé. Parce qu'aujourd'hui, ce pétrole permet le financement d'une logistique poussée de l'État islamique. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut arrêter d'être hypocrite, de dire « Ah, on s'étonne qu'ils viennent faire des attentats chez nous ». Mais pendant ce temps-là, on va géopolitiquement soutenir l'État islamique dans des pays comme l'Irak, comme la Syrie. Ok, on arrête. Merci. Super. Modric Amen, on a vu dans le dernier sondage La Libre Belgique RTBF que le PTB cartonne pas trop mal en Wallonie. Ils en sont contents. Vous, c'est beaucoup plus difficile. Comment vous expliquez que votre discours ne passe pas? Est-ce qu'on est dans une logique, on parle enfin voilà, expliquez-moi. Je pense qu'il y a d'abord un sondage qui a été réalisé. Je vous dis qu'en termes d'adhésion, nous n'avons pas à nous plaindre ces derniers mois. Donc, c'est pas les élections, je suis d'accord. C'est une photographie à un moment présent, mais expliquez-nous pourquoi ça grimpe pas chez vous. Mais il y a d'abord une raison très simple. Nous avons fait faire une étude sur une année de gouvernement, enfin depuis une année depuis les élections, et la couverture du Parti populaire, du PTB et du FDF est totalement disproportionnée. Je prends le rapport entre PP et PTB. Le PTB a en moyenne 10 fois plus de couverture que le Parti populaire. Médiatique, vous parlez. Médiatique, on vous entend pas. C'est pour ça qu'on vous invite. Hein. Oui, j'en suis ravi. Mais pendant un an, parce que je pense qu'il faut le dire, il y a une forme, globalement, dans le milieu journalistique, d'empathie, plutôt à gauche, etc., envers, il faut le dire, envers en Belgique surtout, écolos, en Belgique particulièrement, et que donc les journalistes aiment beaucoup inviter, donner la parole à M. Edebeau, et qu'ils n'aiment pas. Donc on a fait une étude par on passe quasiment jamais. On a un rapport de 1 à 10 couverture médiatique, et on a un rapport de 1 à 30 avec le FDF, alors que nous faisons globalement le même nombre de voix. Hein, je veux dire, donc quelque part, c'est pas désespérant et il y a une marge de progression. Et le fait que vos députés n'interviennent pas au Parlement. Et je crois que, in fine, la réalité, c'est que je pense que M. Edebeau peut avoir la prégnance sur les gens effectivement d'extrême gauche, les déçus du PS, mais nous, lorsque nous faisons nos propres sondages, nous nous rendons compte que nous sommes en phase, que 70% de la population est en phase. Donc je ne crois pas que 70% de la population soit en phase avec l'ouverture des frontières ou le voile pour lesquels vous êtes favorable, mais qui sont contraires pour la fermeture des frontières, la sortie de Schengen et l'interdiction du voile. Donc nous sommes en phase, mais malheureusement, la population, effectivement, n'entend pas suffisamment de messages parce qu'on nous a mis de côté. D'accord. Destex, vous prenez? Je le prendrai, oui. Il viendra quand? Ouais, je crois qu'il C'est en égo? Ce n'est pas en égo, mais nous l'avons dit publiquement. Il est bien au PP parce que la grande différence, c'est que lorsqu'OMR il prend une position, une bonne partie du parti lui tombe sur la tête. Et s'il prend ses positions chez nous, il aura un soutien. Il a un discours radical comme vous aussi. Il n'y a pas de grande différence. Okay. Il est bienvenu. Merci. Goblet, vous prenez? Marc il est plutôt PS, hein, donc j'avais caché comme c'est clair. À gauche quoi, le PS c'est plus si à gauche que ça, d'après ce que vous dites. C'est ça, mais c'est clair, Marc c'est Marc, Raoul c'est Raoul, je veux dire, le syndicat c'est le syndicat, je crois que le syndicat doit garder sa place et le parti doit garder le parti. Réponse de Normand. Le gouvernement Michel à la botte de la NVA, vous adhérez j'imagine, un commentaire là-dessus. Ouais, je crois que non seulement à la botte de la NVA, mais à la botte des riches en Belgique, quoi, je crois que c'est, et donc de la NVA, parce que la NVA est le parti des riches, quoi. Le vrai patron, il est clairement à Anvers, tout près des Diamantaires. D'accord. Merci. Je vous demande de côté, Monsieur Modric Amen, pas sur son élégance naturelle ni sur son côté sympathique, mais sur sa politique de 0 à 10, avec un commentaire et après on change. Comme je dirais, pour moi 0, le Parti populaire, c'est pas le Parti populaire, c'est le parti de l'élite, c'est le parti des riches et c'est pas mon parti. Merci. À vous, Monsieur Modric Amen. C'est de la caricature. Venez. Sur M. Edebeau, d'abord, c'est une caricature. C'est pour ça d'ailleurs que les sondages montent pas. C'est que vous êtes le parti des riches. C'est un peu le jeu. À vous, M. Modric Amen. Non. Je crois que le problème, le PTB, c'est que derrière la bonhomie et le talent de M. Edebeau, il y a les réalités d'un programme, celui du PTB, qui est resté, je pense, dans sa vision profondément stalinien, dans ses solutions, et dans les liens, effectivement, que vous entretenez sans le dire, mais au niveau des cadres, avec des régimes. Donc 0 sur 10 aussi, j'imagine. Non, moi je crois que je vais lui mettre 1 sur 10 quand même, pour montrer que je suis quand même... D'accord, vite fait. De Wever ou Franken?
Le dernier. Joker. Il n'y a pas de joker. Non, Il y a pas de joker. impossible de choisir. Les deux. Oh, Voilà, je prends les deux. J'apprécie tous les deux. Donald Trump J'ai plus de... Oui, tout à fait. ou Hillary Clinton? Trump, incontestablement. Ouf, c'est difficile Allez, aussi, faut ça. se Bon, mouiller, hein. on va dire Clinton. Si vous voulez élargir votre base de déclaration, faites grand public. Hein. Sarkozy ou Juppé? Faut Juppé. Sarkozy. Charles Michel ou Didier Reynders? Oh, impossible. Un Allez. petit Michel. Ok. Idéologiquement, je suis plus proche de Reynders, comme vous en doutez bien, même si effectivement l'affaire Fortis nous a, je dis, fait des versaires irréductibles. J'imagine. Donc vous gardez quand même Reynders. Écoutez, parce que entre Vous avez le droit à un joker. Hein. Il y en a eu un, vous en avez un. Oui, Ou oui, les deux. oui, Reynders plutôt, oui. Di Rupo ou Magnette? Je préfère... Non. Elles sont dures, vos questions. elles sont Joker? dures. Non, je préfère des Roupeaux. Magnette. Ludgen ou Milquet? Jen. Le Gen aussi. Ça ne fera pas plaisir. Venanzi ou Duchâtelet? Lundi. Ça, je suis obligé, moi. Ah, Duchâtelet, l'ancien président du Oui, ça, Standard, oui. et Venanzi, c'est le nouveau président du Standard. Vous Euh, ne connaissez pas, c'est pas grave. Ok. Et la dernière, Ska ou Gobelet? Joker. Ah non, un, ça suffit. Non, pas deux. Pas deux. Impossible de choisir. je pense que les syndicats ont une part terrible dans, comment dire, dans la déglingue de ce pays, donc je n'accorde pas ma D'accord. Alors, une dernière question, ça va aller assez vite. Monsieur Modric-Amen, vous avez un discours de droite qui est fort de droite. On vous associe souvent à un discours d'extrême droite. Est-ce que vous pouvez me garantir aujourd'hui que vous n'êtes pas un parti d'extrême droite? Mais Quand on entend vos éléments de langage, quand on vous entend sur les migrants, sur l'islam, etc., on peut penser que vous êtes plus proche de Marine Le Pen que d'un Sarkozy en France. Mhm. Vous pouvez me garantir aujourd'hui que vous n'êtes je pas un suis- parti d'extrême droite? nous sommes entre Sarkozy et Le Pen, je pense, nous sommes entre les deux, tout comme notre allié en France est Dupont-Aignan, qui est juste vraiment entre les deux. Je fais, si vous voulez, je suis ce que je suis, et comment dire, le discours que je tiens dans tous les autres pays européens ou américains est vu comme un discours tout simplement de droite normale, classique. L'extrême droite, c'est ce qui rejette la démocratie, c'est associé au racisme, etc., à l'antisémitisme. C'est tout ce que nous ne sommes pas et tout ce que nous Et combattons c'est pour Marine Le Pen. avec autant de vigueur. Pour le reste, je vais vous dire, je fais mienne la philosophie de Disraeli. C'est un ancien grand Premier ministre britannique. Il est toujours comme principe, c'est un principe que j'applique. Never explain, never complain. Et croyez-moi, donc je ne suis pas là pour d'abord devoir me justifier. Donc si je comprends bien, Et je ne me plains vous pas. dites que nous vous ne avançons. l'êtes pas, mais si on le dit, vous en moquez. C'est pas votre Exactement, problème. D'accord, exactement. j'ai bien compris. Exactement. Monsieur Dabo, est-ce que vous pouvez nous garantir que dans votre parti, il n'y a plus un marxiste, anarchiste, révolutionnaire qui ne respecterait pas les idéaux de la démocratie occidentale dans laquelle on vit maintenant? Marxiste. Vous pouvez le garantir? Marxiste, on oublie, pardon. C'est ça. Bien sûr, on est sur la partie démocratique, on l'a encore dit à notre dernier congrès, je dirais même plus. On se bat tous les jours contre la restriction de démocratie en Belgique. Je crois qu'il faut quand même le dire. Aujourd'hui, on est de plus en plus une particratie. On est de plus en plus dans une élite européenne qui décide tout à notre place. Et je crois qu'il faut rendre justement la démocratie à la population, au peuple. Et je crois que là, on a une contribution importante quand on voit le changement de ton qu'on apporte dans le Parlement, où là, jusqu'à ce qu'on arrive, c'est un peu pom. On vient avec un discours directement qui nous vient de la base. Et je crois que ça, tous les partis devraient le faire. Parce qu'aujourd'hui, on voit que de plus en plus de gens sont dégoûtés de la politique et je les comprends. Donc ça, je crois que voilà, ça c'est... Ok, ça va. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.